Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, bienvenue dans Classico, ravi de vous retrouver comme tous les lundis soirs sur Radio J. Au programme ce soir de Classico, le sacre de Manchester City, la victoire d'une équipe, d'une certaine idée du jeu aussi, celle d'un homme. Également Pep Guardiola, le Catalan est-il le plus grand entraîneur de l'histoire du foot? On verra ça dans la première partie de cette émission. On s'intéressera ensuite à un autre banc, celui de l'OM, qui pour succéder à Igor Tudor, un Argentin, Marcelo Gallardo, l'entraîneur sortant de River Plate tient la corde. Mais le nom de Christophe Galtier revient également, ce qui n'est pas sans créer de remous parmi les supporters olympiens. Gros plan également ce soir dans Classico sur l'avenir de Messi outre-Atlantique. On sera en ligne avec Antoine Latran du site Culture Soccer et puis vous écouterez l'interview que nous a accordée Sonny Anderson. Voilà pour le menu, c'est l'heure pour moi de vous présenter le casting du soir. Son palmarès est vierge de victoire du samedi soir, mais ils font ses derniers espoirs sur la Coupe des Hauts-de-Seine des vétérans. Bonsoir Benjamin Krief. Alors tu ne crois pas si bien dire parce que j'invite tous nos auditeurs à se rendre ce soir au stade de Courbevoie. Oui. Car nous jouons la finale de la consolante de la Conference League de la FSGT ce soir 20h30 stade de Courbevoie pour ma première victoire. Bon, on l'espère, on te le souhaite. Vierge, tu vois. On te le souhaite Benjamin. Oui, merci. Ta plus belle image du week-end? Écoute, un grand week-end sportif, bon évidemment la Ligue des Champions, qui n'était pas d'ailleurs le meilleur moment sportif du week-end, c'était pas un match passionnant, mais en tout cas tout ce qui était autour était très intéressant. Finale de Roland Garros dames, très intéressant match. C'est dans le Classico, hein, c'est du foot ce soir. Ah c'est du foot, ouais, d'accord. Finale homme également, les 24 heures du Mans, la victoire de Ferrari qui ne t'a pas échappé après plusieurs années. Voilà, donc un week-end très sportif. D'accord. Je n'ai pas répondu à ta question. Pas du tout. Lui, son rêve dans la vie, c'est de discuter tactique avec Pep Guardiola, mais est-ce bien réciproque? Bonsoir Alexis Mizan. Elle est marrante celle-là. Peut-être. Salut Alexis. Pep, si tu t'entends. Bonsoir. Comment à tous. ça va? Très bien. Puisque Benjamin n'a pas répondu à ma question, je te la. Je vais faire l'image du resoumer. week-end. Pour moi, l'image du week-end sympa, c'est l'Aspedia qui reste en Serie A avec, comme Luis Suarez, un arrêt du défenseur de la main, donc qui fait un penalty pour Frosinone, penalty raté. Et donc l'Aspedia reste en Serie A, à l'image de Luis Suarez contre l'Uruguay. Je pense que ça avec intéresse pas l'Uruguay du à la tout. Coupe du Monde. Ah non mais là nos auditeurs personne n'a manqué. c'est un ça. bon Alexis, quel joueur aimerais-tu voir dans le City de l'année prochaine, toujours à la sauce guardiolesque? Là, franchement, T'es tous les directeur postes, du recrutement. Mais alors justement, c'est ça qui est fort avec Guardiola, c'est qu'en fait, il transforme les joueurs. Parce que quand il prend Akanji l'année dernière. Alors on va en parler dans la première partie, mais juste sur cette question-là de mercato. On va dire que Bernardo Silva va partir, donc il faudrait quelqu'un pour remplacer Bernardo Silva. Tu me poses la question, là, je vais pas mettre data avec moi, mais c'est bien dommage. Mais non, il faudrait donc quelqu'un sur le côté droit qui puisse jouer. Bon, t'as pas le temps, T'as pas le temps. Bon, tu seras pas directeur sportif. Non, c'est Benjamin avec sa consonante. Les gardiens, les gardiens remplaçants. Moi je suis derrière Ederson. Enfin, il est capitaine. Excuse-moi, les On nous a survendu le truc. Ok. Je suis gardien, mais attends, excuse-moi, les gardiens remplaçants de City, le troisième gardien Carson, bon alors c'était le seul qui a gagné la Ligue des Champions, vous l'aviez pas celle-là d'ailleurs. Avec Liverpool. Ah, vous l'aviez pas celle-là. Avec Liverpool, c'est sûr. Ah ouais. Ouais, mais il a joué avec Liverpool. Troisième. Non, il a joué avec Liverpool et avec City. Mais c'était le seul à avoir gagné la Ligue des Champions samedi soir. Notre invité du soir est heureux, son club de cœur a remporté la Liga et la victoire de City en Ligue des Champions. C'est aussi une certaine idée du foot, né en Catalogne. Bonsoir Javier Prieto Santos. Bonsoir tout le monde. Tu es heureux? Tu me le confirmes? Je suis. Tu es bien? Ouais, je suis bien. Heureux, je sais pas. Je suis pas anglais. J'espère un jour. J'espère que je ne finirai pas mes jours à Manchester, qui est une ville horrible. Ou à la consolante à Courbevoie. Ou à la consolante à Courbevoie. J'en suis pas encore là, donc pour l'instant ça va. Javier, ça tu fait es le quelqu'un de comblé. Voilà. Javier, tu es le rédacteur en chef de SoFoot. Ouais. Et SoFoot qui fait sa une sur le témoignage de l'ex-futur star de l'arbitrage français Nicolas Potier. Quelques mots sur l'homme qui fait trembler, écrivez-vous, le football français. Eh ben Nicolas Potier était surnommé le Ben Arfa de l'arbitrage. C'était la même. C'était la même époque que Turpin, c'est la même génération et Nicolas Potier. Une dizaine d'années à peu près. Exactement. Et Nicolas Potier est salarié à la FFF et il est également président du district de Mayenne. Donc c'est quelqu'un qui a ses entrées dans le football français, qui était donc un ancien arbitre. Et cet ancien arbitre est également homosexuel et il ne s'en est jamais caché. Et évidemment, ça lui a causé des petits soucis. Parce que
c'est un peu compliqué, mais à une certaine époque, il y avait une certaine homophobie dans le milieu du foot. Et puis ensuite, le milieu de l'arbitrage, lui, prétend que tous ces N+1 étaient homosexuels, qu'il y a beaucoup d'homosexualité dans ce milieu-là, et que pour grimper les échelons, eh ben, il fallait se cacher de cette homosexualité, ne pas faire de coming out et évidemment prêter allégeance de manière féodale à ses supérieurs, et toujours pas de la meilleure manière, avec des histoires un peu sombres. Et effectivement, eh ben, il a un peu vidé son sac dans ce foot pour montrer que c'est un système qui est un peu pourri, quoi. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur Facebook et Twitter. Émission également disponible sur la page YouTube de Radio J. Messieurs, Classico saison 3, épisode 99. Qui étaient les 2 co-meilleurs buteurs de l'édition 98-99 de la Ligue des Champions avec 8 buts? Pour voir si vous êtes un peu chaud là. Raoul. Et pas Andy Cole ou Dwight York? En Dwight York. C'est vrai? Eh ouais, Manchester United. Tu lui donnes à chaque fois les non, réponses avant l'émission. Non, il y a un deuxième nom. Non, mais je sais pas, hein, dites-le. Hein. Il y a un deuxième nom. Piojo Lopez. Del Piero. Non. Non, 99, c'est avec c'est Manchester Bayern, c'est pour ça que je me souviens de Dwight York. Ouais. Donc, mais le deuxième nom. Teddy Sheringham. Non, c'est pas. Non, c'est pas Albert. Non. Non, ça peut être la Juve Inzaghi du coup, non? Alors, Inzaghi, non. Mais tu devrais Mais c'est mettre pas les mal. feuilles encore Personne un peu Del plus de Piero. son côté. Non Je plus. l'ai dit. Bon, Dans un club, un grand club sur le plan historique, mais qui à l'époque, qui n'est pas un vainqueur de la Ligue des Champions. D'accord. Mais un grand club historique. Historique de quel pays? C'était Bah, si je vous dis, c'était Juve Manchester dans la ça marche demi-finale, et l'autre demi-finale. Il sera c'était transféré Bayern. ensuite, dans un grand club du top 5. C'est long du coup comme lancement d'émission. alors là, Sonny Anderson. Non, il signera ensuite au Grand Milan AC. Shevchenko. Shevchenko avec 8 buts. Oui, messieurs. Ensuite, Zaovic pour le FC Porto. Inzaghi, Nuno Gomez et... Del Piero? Bah, vous saurez pas, je vous le dirai tout à l'heure. Classico, c'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Akanji, non, la passe est bonne, la passe est très très bonne pour Bernardo Silva, le centre de Bernardo Silva, ça revient vers Rodri qui enfin a trouvé l'ouverture. C'est un but pour l'histoire, c'est un but pour la gloire de Rodri. Le but pour la gloire de Rodri samedi soir, commenté par nos confrères de Canal+, un but qui offre une victoire attendue depuis le rachat du club par les Émirats Arabes Unis en 2008. Il aura donc fallu 15 ans pour obtenir le Graal au terme d'une finale, vous le disiez messieurs, décevante en matière de jeu, mais l'essentiel n'était, une fois n'est pas coutume, pas là pour les Citizens. Votre avis d'abord sur la finale, d'abord Javier, sur cette finale où les interistes ont plutôt donné du fil à retordre aux Citizens. Franchement, tout à l'heure, je suis un fan du jeu proposé par Guardiola, mais ça a été une véritable purge, cette finale. Je me suis pas du tout amusé. Limite, j'ai été plus séduit par ce que proposait l'Inter que par ce que proposaient les Citizens, et j'ai trouvé que c'était un mini hold-up. Je sentais plutôt l'Inter sûr de son coup. Ils avaient super bien préparé le match. Ils avaient des meilleures occasions, ils montraient plus de choses, et paradoxalement c'est en faisant peut-être l'un de ses pires matchs que Manchester City a remporté son plus beau titre. Donc c'est quand même incroyable. Benjamin, Ce qui est fou, c'est que tu voyais que même à ce niveau-là, qui est quand même le top du football européen et sans doute mondial, à la différence de la consolante. Eh bien, tu vois, avant même de commencer n'importe quelle finale, et donc la finale Ligue des Champions, et quand tu es Manchester City, quand tu es Guardiola, quand tu es Ederson, quand tu es ces joueurs-là, mais tu as la pression de l'événement sur toi. On se rappelle du début de match où tu as Ederson qui fait un dégagement dans les tribunes, Guardiola qui leur dit relax, relax 2 fois, tu sentais une tension maximale côté City, sans doute parce que c'était enfin la marche. Et qu'ils avaient déjà perdu une finale en plus. Ils sentaient que là c'était pour eux, ils étaient normalement plus forts que l'Inter, même si effectivement ça s'est pas vu sur le match. Mais voilà, moi ce que je retiens du début de match, c'est cette tension que tu sentais côté City, moins côté Inter. Et bon, ils ont quand même réussi à dépasser cette tension pour gagner, mais pendant un bon moment, on a vraiment pensé que l'Inter allait le faire. Ouais, la finale parfaite de l'Inter, c'était le match qu'on a vu. Après, ils n'ont pas réussi à concrétiser, mais bon, voilà, en tout cas... Alexis, qu'est-ce qui a manqué à l'Inter pour gagner? Pas grand-chose, mais il a pu être plus réaliste devant le but, parce qu'ils ont quand même des très grosses occasions. Sans parler de Lukaku, même Martinez, quand il est sur le côté, il fait pas la passe alors qu'il a un angle fermé, qu'il peut faire la passe. Donc il y a des mauvais choix devant, mais franchement, dans le foot, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que parfois, tu es meilleur. Et d'ailleurs,
d'ailleurs, c'est ce qui est marrant, c'est que si on contextualise pas le match, on se dit que c'est vraiment hold-up en fait, c'est que l'Inter méritait de gagner. Et c'est quand tu contextualises que tu dis non, mais en fait, City mérite par rapport à l'œuvre générale. Bien sûr. Mais sur ce match-là, moi j'avais lu une stat comme quoi Simone Inzaghi perdait pas de finale et il a remontré qu'en match à élimination directe, il est quand même très fort. Et les Italiens qui ont perdu toute leur finale cette saison en Coupe européenne. Ils ont aussi perdu la Coupe du Monde U20 hier. Ouais, c'est vrai. Enfin, Contre l'Uruguay. Contre l'Uruguay. Mais le football italien revient quand même à un certain niveau parce que même s'ils ont perdu les finales, ils étaient en finale. Donc quand même, on sent que le foot italien est de retour. Renaît. C'est le buteur du soir, Rodri, qui a été élu meilleur joueur de la compétition. L'Espagnol a joué quasiment tous les matchs européens cette saison, en étant 11 fois titulaire sur 13 rencontres jouées. Il avait déjà marqué un très beau but en quart de finale aller contre le Bayern. C'est une récompense méritée. Vous l'auriez mis aussi vous l'auriez nommé comme meilleur joueur de la compétition? Non, moi personnellement non, même si je trouve qu'il fait un travail exceptionnel et que c'est un joueur... ça fait partie, c'est comme Busquets à l'époque au Barça, c'est-à-dire que c'est des joueurs, ils sont là tout le temps, quoi. Il n'y a jamais de mauvais choix, il n'y a jamais d'erreur. Donc c'est vrai que c'est aussi bien que des joueurs comme ça soient récompensés. Après, moi je récompense plus souvent les joueurs offensifs. Donc c'est vrai qu'on voit que De Bruyne souvent, même si sur ce match il s'est blessé rapidement, mais de manière générale, même dans la compétition, sur les ouvertures, les passes qu'il fait pour City, ça ouvre le jeu, quoi. Voilà ce que disait à son propos Guardiola. Tout le monde me parle d'Erling Haaland, mais quelle saison fait Rodri? Je ne sais pas s'il y a un meilleur milieu de terrain au monde actuellement. Javier, c'est aussi ton avis? En milieu défensif, je pense que c'est un des meilleurs du monde. Et vous retirez... En fait, c'est comme Busquets, ta comparaison est très bonne. Busquets, vous avez l'impression, il jouait avec le grand Barça, que lorsqu'il était sur le terrain, il ne servait à rien. Mais vous retirez Busquets et tout est désordonné. Et Rodri, c'est exactement la même chose. Vous le voyez dès qu'il n'est plus là. Vous voyez l'importance qu'il a dès qu'il n'est plus là. Rodri, c'était la boussole, le métronome. On parle beaucoup de Gundogan, de Bruyne, mais Rodri a tout stabilisé cette année chez les Citizens et c'est un joueur qui a énormément progressé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a un QI foot extraordinaire. Déjà, c'est quelqu'un de très très intelligent dans la vie. Il a fait des études universitaires, il est allé au bout. Il s'est pas arrêté au CAP boucherie comme d'autres. Donc, même si je respecte c'est important complètement les CAP boucherie, il n'y a pas de souci. Mais Rodri est quelqu'un qui est vraiment passionné par le foot et qui est un peu, je pense que ce sera un super entraîneur comme Busquets et comme Guardiola. Et est-ce qu'il est ce qu'a été Guardiola pour Cruyff il y a maintenant une trentaine d'années au Barça dans les années 90? Je pense pas. Je pense que après Guardiola, c'est un peu comme Federer. On a l'impression que tous les joueurs qu'il a eu, c'est extraordinaire. Il les critique très, très rarement. Mais Rodri va certainement avoir une carrière sur un banc à cause de Pep Guardiola. Il ne faut pas oublier qu'il a aussi été entraîné par Simeone, donc il a vu les deux versants de la montagne. Et je pense que le versant qu'il préfère, c'est le versant guardiolesque. Mais Guardiola, s'il y avait, je pense, un joueur qu'il retiendrait par-dessus tout, ça reste et ça restera toujours Messi, qui lui a permis plein de choses. C'est à partir de lui qu'il a commencé à changer, par exemple, le numéro 9. Il s'en débarrasse lorsqu'il voit que Messi, alors qu'il mesure 1m60, peut faire la différence. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu ce débat sur Haaland. S'il n'y avait pas eu Messi, il n'y aurait pas eu le Guardiola et tous les débats qu'il y a eu derrière à son sujet et sur son aversion pour les numéros 9. Et là, cette saison, ce qui est intéressant, c'est que Guardiola, qui était un dogmatique, qui voulait mourir avec ses idées, il l'a fait plein de fois, et qui voulait changer le jeu, et on l'a vu plein de fois aussi, et c'est aussi pour ça que City ne l'a pas remporté avant, et est devenu un peu plus pragmatique, un peu plus cynique, et c'est pour ça que je disais que City, qui a fait son peut-être plus mauvais match en Coupe d'Europe cette saison, a fini par remporter ce match, et je trouve ça paradoxal et en même temps logique, parce que c'est à l'image de ce qu'a proposé, de la transformation, je trouve, de Guardiola. Guardiola est devenu, c'est le parangon du romantisme, mais je trouve qu'il a ajouté un peu de vice. Il a saupoudré ça de vice et de cynisme, quelque chose qu'on n'aurait pas vu il y a quelques années. Et dans ton sens, l'achat de Haaland va dans ce sens-là, puisqu'en fait il a mis un vrai joueur offensif, et sur le but de Rodri, on voit bien que tous les défenseurs de l'Inter, d'ailleurs sur le but de Rodri, je sais pas, quand on voit ralenti, il y a deux joueurs, la balle frôle deux joueurs. Je crois qu'ils sont 6 dans la surface. Ils sont à 1 mètre d'écart, mais il y a un espace énorme qui permet à Rodri de passer, parce que il a encore par rapport à Haaland, à prouver Haaland pour ses gros matchs. Bon, il a marqué plus de 50, il a 52 cette saison. Ce qu'on voit dans un collectif, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois qu'il fait descendre les défenseurs. C'est-à-dire que les défenseurs sont aussi bas parce qu'il y a Haaland dans la surface. Donc,
c'est un tout, quoi. Il y a de la psychologie, effectivement, mais après, Haaland, je trouve qu'il fait beaucoup de travail invisible. Il presse, on le voit presser, on le voit faire des courses dans le vide, on le voit emmener des joueurs avec lui. C'est des choses Il libère des espaces pour ses coéquipiers. Ouais, et c'est des choses que d'autres ne font pas. C'est des attaquants, c'est pas un attaquant feignant, c'est pas un attaquant qui s'active juste quand il s'apprête à recevoir le ballon, et c'est là où je le trouve très très collectif. Benjamin, sur la capacité d'adaptation tactique dont tu parlais à l'instant, Javier, sur Guardiola, on a parlé aussi du rôle de Justin qui a beaucoup évolué ces derniers mois. Globalement, est-ce que ça fait de lui, c'est un des thèmes de la soirée, l'un des plus grands coachs de l'histoire, peut-être le plus grand, c'est l'un des sujets à la une de l'équipe aujourd'hui. Comme on le disait avant l'émission, c'est un débat qui me paraît très compliqué parce qu'il y a beaucoup de... Je lisais l'article dont tu parles de Vincent Duluc, là où je suis complètement d'accord avec lui, c'est qu'il dit que tout ça c'est très subjectif. Ça peut pas être objectif, ça peut pas être uniquement les titres, les titres surtout, etc. Il y a aussi une question d'époque. Nous, on va te dire, c'est peut-être Guardiola, d'autres vont te dire, bah non, Cruyff c'était au-dessus, Ancelotti c'était au-dessus, Lippi, etc. Enfin, donc après, ce qui est sûr aujourd'hui dans le football que nous on suit depuis maintenant plusieurs années, j'ai pas souvenir d'un coach qui a autant marqué les clubs dans lesquels il est passé, qui a gagné dans quasiment tous les clubs où il est passé, qui a imprimé quelque chose, qui s'est adapté aussi quand on se rappelle quand il était parti au Bayern, il s'est quand même adapté à la culture locale, il a fait progresser les joueurs, tu disais Alex tout à l'heure et t'as raison, les joueurs qui passent entre ses mains sont... Au Bayern, il y avait ce qu'il avait fait avec Philippe Lam par exemple, qu'il avait recentré, à chaque fois il invente quelque chose. C'est ça, c'est quelle influence tu as sur le football, voilà, c'est à mon avis c'est ça le plus une créativité corroboré au titre, Alexis, évidemment il faut gagner pour être parmi les meilleurs entraîneurs, et lui il a gagné partout. Et puis il y a une créativité qu'il arrive à faire aux joueurs aussi, parce que dire à Philippe Lam, quand tu parlais de Philippe Lam à l'instant, bah tu vas jouer milieu défensif, dire à John Stones c'était central, c'est-à-dire qu'il faut réussir à faire en sorte que ces joueurs acceptent de jouer dans un rôle qui n'est pas leur, Cancelo qui est passé numéro 10 quasiment, et c'est sa grande force d'arriver à les convaincre. Je sais pas comment il fait, mais il est très fort, et il prend des décisions fortes. C'est-à-dire qu'au Barça, il vire Zlatan direct, il prend Zlatan, il le vire direct. Il a viré Cancelo aussi là. Il fait virer Deco, quoi. Il a viré Cancelo donc il prend des décisions fortes dans le sens du collectif, je pense, par rapport à sa cohésion. Et puis c'est vrai qu'il y a tellement d'entraîneurs qui se revendiquent Guardiola. Ouais. C'est là où il y a une force. Tu parlais de tous les entraîneurs que tu nommais sont très forts. Il y a peu d'entraîneurs qui se revendiquent de Lippi. Moi, j'adore Lippi par exemple, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas d'entraîneurs qui ont dit moi je veux faire comme Lippi, quoi. Javier, je crois que c'est une référence à Pep Genesio. Peut-être que tu veux réagir. Pep Genesio, j'imagine qu'il a forcément été imprégné par Guardiola, et Benjamin a raison. Je pense qu'on reconnaît le talent d'un coach par rapport à son influence sur ses confrères. Et Guardiola, si l'Espagne a gagné une Coupe du Monde en 2010, c'est grâce à Guardiola, parce que Aragonès et Del Bosque, son successeur, ont suivi le modèle guardiolesque. Si l'Espagne produit autant de milieux de terrain ou a produit autant de milieux de terrain, c'est aussi à cause de Guardiola. Si aujourd'hui on ne voit plus les gardiens dégager n'importe comment au milieu de terrain ou les défenseurs, c'est aussi à cause de Guardiola, parce qu'il faut se rappeler que c'est au Barça avec Piqué qui redescendait, avec Busquets pardon, qui redescendait lorsque la défense avait le ballon, donc les 6 mètres, et on les jouait dans les pieds, donc on faisait redescendre tout le bloc, on aspirait tout le bloc adverse, et ça permettait au jeu barcelonais de se mettre en place. Ça c'est des petits trucs, mais je me souviens aussi que Mascherano il l'a placé en défense centrale lors de sa dernière année au Barça, parce qu'il se lançait des défis, et c'est ça que j'adore. C'est quelqu'un, on l'a souvent critiqué, mais pourquoi il nous invente, c'est des dingueries. Mais en fait, c'est comme ça c'est en se trompant qu'il a progressé et qu'il a fait évoluer sa vision du football. Il le dit toujours, son mentor, ça restera Cruyff. Et à partir de là, il a additionné des petits éléments, des petits détails. Il s'adapte aussi à la culture locale. Moi, ce qu'il a fait au Bayern, comment il s'est adapté aussi à la première ligue, qui est plus physique. Dans la culture, au Bayern, je me souviens qu'il y avait Kaiser Franz qui disait j'en peux plus de voir nos joueurs avec le ballon et vouloir rentrer dans les buts avec le ballon. Donc, il y a eu des accrochages, mais effectivement, il a toujours fait un pas de côté pour la culture locale. Il s'est toujours intéressé. Il avait parlé allemand. Il avait essayé d'intégrer quelque chose de cette culture bavaroise lorsqu'il était au Bayern. Mais ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'il a apporté au jeu. Et je trouve que l'influence d'un coach, et tu l'as dit tout à l'heure, Lippi,
il a inspiré des joueurs forcément. Il y a des joueurs à lui qui sont devenus entraîneurs, mais je pense que Guardiola a éveillé des vocations. Il a rendu le foot plus intelligent. Aujourd'hui, sans Guardiola, peut-être qu'on parlera du football différemment. L'intellect aurait beaucoup moins d'importance. Et je trouve qu'il a le football il y a 20-30 ans, c'était limite considéré comme un truc de beauf, de ringard. Et lui a montré qu'on pouvait aimer le foot et avoir un QI foot et QI en dehors et lire des livres et lire des poèmes. Il a rendu les gens plus intelligents et rien que pour ça, je trouve que c'est sans doute l'un des meilleurs coachs du monde. Alexis, juste pour aller sur la passe en retrait, c'est quand même fou parce qu'il a même il a fait changer la règle du jeu quelque part, parce qu'aujourd'hui un défenseur peut rentrer dans la surface pour cibler le gardien, ce qui n'était pas le cas avant, et c'est lié à son évolution du foot. Non, mais il s'est adapté encore une fois aux joueurs qu'il a trouvé aussi, parce que pour revenir sur les dégagements de gardien, quand il trouve Ederson, il se rend compte que justement il va pouvoir avoir une autre corde à son arc et avoir un gardien qui dégage loin et précis. Et là c'est l'effet inverse exactement. de ce qu'il avait proposé au Barça. C'est là où il est fort. Et quand on voit l'équipe qu'il a aujourd'hui à Manchester, et c'est les commentateurs de samedi soir qui le disaient, il a aujourd'hui une équipe qui est très physique. Et ça, sans doute qu'il... Ça explique aussi le recrutement de Haaland. Bien sûr, mais même derrière, les profils de Stones, de Ruben Dias, c'est des joueurs très physiques. Et ça, Akanji aussi, Ake aussi, il y a plus de petits, quoi. C'est vraiment une équipe très, très athlétique. Donc pareil, j'ai l'impression qu'à City, il a pris le temps, on pourra y revenir pour comparer le temps qu'il a mis pour venir à City et les autres constructions qu'on essaye de faire au PSG et autres, mais il a pris le temps, j'ai l'impression, de construire à City quelque chose d'adapté à ce qu'il veut faire, d'adapté à ce qu'il fallait faire pour gagner la Ligue des Champions. Pourquoi ça marche, tu viens Benjamin, pourquoi ça marche à City et pas au PSG, alors qu'en termes de moyens financiers dépensés, on a à peu près une forme d'équivalence entre les deux? Mon humble avis, je crois que c'est lui, Guardiola, représente pourquoi City marche. C'est pas tellement lui, sa personne, même si lui, c'est évidemment un coach extraordinaire. Mais il est là depuis 2016. Mais c'est le fait que les Émiratis sont arrivés en 2008. Les Émiratis ont parfaitement compris qu'il fallait laisser les clés de l'aspect sportif à quelqu'un qui s'y connaissait, donc de la trempe de Guardiola, et le laisser travailler. Parce qu'aujourd'hui, on voit ce qu'on voit de lui, mais il y a eu des moments plus difficiles quand même de son passage à City. On parlait du fait qu'elle allait sans doute devoir partir, etc. Il a perdu le titre aussi contre Liverpool. Ils ont continué notamment à lui donner sa confiance. Ils ont construit toute une atmosphère autour de lui, avec des personnes qui sont aussi présentes dans l'encadrement du club pour le laisser travailler, en construisant un City Group autour de lui, en le laissant imprégner l'ensemble des clubs de cette galaxie de son aspect tactique. Donc je crois qu'au Paris Saint-Germain, la grande différence avec City, c'est le fait que les Qataris n'ont pas encore compris ça. Le sportif d'abord et ensuite le reste. C'est pas ça joue à ça. Alors qu'il y a la même stratégie de soft power. Je vais donner un autre exemple qui n'a rien à voir, mais regarde la gestion par rapport au club de City de Benjamin Mendy. Benjamin Mendy, ils ont quand même acheté 70 millions, je crois, à l'époque, 60 millions. Enfin, il a été très cher pour un latéral, Mendy. Défenseur le plus cher de l'histoire. Voilà, donc un joueur comme ça, qui va en tôle pour des agressions, machin, il y a deux joueurs qui sont machin, enfin qui sont appelés à la barre et autres, et tu vois, sur l'effet sur le groupe, il est zéro. Donc c'est positif. C'est-à-dire que la gestion, mais c'est-à-dire que ça va au-delà de Guardiola. Oui, c'est-à-dire que t'es aussi à Manchester. Non, mais c'est-à-dire que quand tu vois par exemple PSG, c'est-à-dire que Guardiola elle peut mettre ça en place, mais tu vois que même à côté, quand tu vois l'histoire d'Aurier par exemple, par rapport à l'histoire de Mendy, en termes de dimension médiatique qu'il y a autour, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que Paris, c'est pas Manchester. Donc, même si c'est vrai qu'on peut dire, là, l'exemple, que Guardiola, ça a marché, Paris aurait dû faire comme City et faire confiance à un entraîneur pendant 10 ans comme Guardiola. Non, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes vies, c'est pas les mêmes clubs. Javier, et puis j'ai une question ensuite sur Arteta. Le PSG est une hydre à plusieurs têtes. C'est ça le problème, c'est que c'est comme papa et maman. Quand le coach, quand un joueur va voir le coach et qu'il lui dit non, il va voir le dirigeant qui lui dit oui en fait. Et à City, ça ne marche pas comme ça. Et ça marche aussi parce qu'à City, Guardiola est entouré de Manel Sciarté, de Ferran Soriano, de Txiki Begiristain, des adjoints et qui ont une influence énorme sur lui. Et des adjoints, non, parce que il y en a un qui est CEO de City, il y en a un qui est dirigeant, l'autre il est... En fait, tout est cadré, ce sont tous... il y a une forme de cohérence. Il y a une cohérence et tout le monde va dans le même sens en fait. Et est-ce que vous connaissez le nom du président de City ? Est-ce que vous connaissez le nom, à part ceux que je viens de citer, d'un dirigeant de City ? Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Au PSG, on connaît tous les noms parce qu'à chaque fois, il y en a un qui donne son avis dans la presse ou qui donne son opinion sur comment devrait jouer le PSG, ça change sur tel transfert. Ça change tout le temps. En fait, City, comme tous les clubs anglais, et je finis là, je trouve que ils sont complètement hermétiques à ce que peut dire la presse, parce que Guardiola, on l'a souvent interrogé, pourquoi vous faites pas ça, pourquoi vous faites pas ci,
Mais il dit, c'est moi le patron en fait. Et au PSG, on n'a jamais vu un coach qui était patron de quoi que ce soit. Javier, dans le nouveau numéro de SoFoot, Maxime Brigand et Achilles Furlon consacrent une enquête à l'un des héritiers de Guardiola, Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, qui a bataillé toute la saison pour le titre contre son mentor, l'ancien joueur du PSG, qui s'était déjà présenté en junior qui était présenté déjà en junior comme le successeur de Pep au Barça, on surnommé Guardioletta. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il apporte de plus que Guardiola en termes de jeu à Arsenal? Ouais. Déjà, il a permis à Arsenal de croire qu'il était encore possible de gagner des titres et pas d'être un espèce de personnage de second rang de la Première Ligue. Et c'est important et je pense qu'il va... Il y a une inventivité tactique qui est très claire chez Arteta. Moi, ce que j'aime bien chez Arteta, c'est que en réalité, quand vous regardez Arsenal, vous vous dites pas il y a des cracks. Et ça me rappelle un peu ce qu'a fait Guardiola City. Ils sont pas allés recruter Neymar, ils sont pas allés recruter Messi. Pourtant, ils avaient l'argent pour le faire. Rodri, c'est 70 millions. Alors peut-être qu'ils ont acheté des joueurs où on se disait à l'époque, mais pourquoi ils vont acheter Rodri 70 millions et l'autre. Encore que c'est pas énorme. J'étais tout à l'heure sur les sites. Bon, Haaland c'est 60 millions, Calvin Phillips 49, Akanji 17,5, Grealish c'était énorme 117, Julian Alvarez c'est que 21, Ruben Dias 71 millions, Nathan Ake 45 millions, Ferran Torres 35. C'est beaucoup, mais il y a d'autres clubs qui vont dépenser encore plus avec des réussites. Anthony à Manchester c'est 90. PSG ils ont recruté Paredes 70 millions, donc il va revenir en plus. Il va revenir et j'en passe. Et je trouve que Arteta, qui a été l'adjoint de Guardiola à City, a évolué également et a une base très cohérente. Et là, je trouve qu'il a du crédit et je pense qu'il va pouvoir rivaliser là aussi l'année prochaine avec City. C'est un jeu cohérent, c'est par petites touches, il n'y a pas de grande révolution en termes d'effectifs chaque saison. Je trouve qu'il y a une sérénité chez lui, il y a quelque chose. Après, en termes tactiques, on retrouve ce que propose Guardiola, du jeu de position qui a un peu évolué aussi avec un peu plus de percussion, parce qu'ils savent s'adapter, ils ne sont pas complètement idiots, on ne peut pas jouer en 2023 comme on jouait en 2010 ou comme eux jouaient à la Masia. Donc ce sont des gens qui s'adaptent et c'est ça qui les rend particulièrement intéressants à suivre.